Alassane Ouattara a été investi président de la Côte d'Ivoire pour un troisième mandat. Il a prêté serment ce lundi devant 13 chefs d'État africains ainsi que d'autres personnalités, dont l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Mais ce troisième mandat reste clivant car l'opposition dénie au chef de l'État ivoirien le droit de se présenter de nouveau une candidature qui viole la Constitution. Selon les opposants, cette investiture s'est donc déroulée sans les principaux représentants de l'opposition ivoirienne, dont certains sont toujours en prison depuis qu'ils ont pris part à une mobilisation et un organe de transition sous la conduite de l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié. Ce dernier a d'ailleurs appelé quelques jours avant, à la fin du Conseil national de transition et au dialogue national. Le nouveau président semble visiblement d'accord sur le dialogue puisqu'il a instruit son Premier ministre, Ahmed Bakayoko, de reprendre les discussions sur la commission électorale indépendante CEI et a nommé Kwadjo Okono-Bertin, candidat malheureux à la présidentielle du 31 octobre, ministre de la Réconciliation Côte d'Ivoire. Ouattara investi pour un troisième mandat. Pour quel chantier prioritaire? On en parle juste après l'intermède. À nos côtés pour en parler, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Madeleine Kondo, bonjour. Bonjour. Vous êtes panafricaniste, présidente fondatrice de l'ONG AUHR, African Union for Human Rights. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le chef de l'État ivoirien est officiellement entré dans son troisième mandat. Lamine Cissé, 13 chefs d'État et de gouvernement étaient à cette cérémonie d'investiture. Qu'est-ce que cela traduit, selon vous? Bon, cela d'abord traduit l'importance de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest et dans le monde, puisque la Côte d'Ivoire est un pilier essentiel, n'est-ce pas, dans le développement de notre sous-région, dans le cadre de l'UEMOA, de la CEDEAO. Et cela aussi traduit de l'amitié personnelle que le président Ouattara a eue depuis la BCEAO, la Banque mondiale, les différents postes qu'il a pu occuper. Cela, d'ailleurs, vous voyez comment il appelle certains chefs d'État. Il a montré que c'est des amitiés. Et on a un empereur parmi les chefs d'État qui est Denis Sassou Nguesso. Donc, sa manière de présenter les chefs d'État montre un peu l'amitié qu'il a avec ces chefs d'État-là. Donc, voilà, je crois que ça montre un peu aussi que les chefs d'État aussi sont aussi syndiqués comme les travailleurs. Les travailleurs qui sont syndiqués. Les chefs d'État aussi sont syndiqués, ils se soutiennent mutuellement. Mais dès que vous n'êtes plus chef d'État, on ne te connaît plus. Hein. C'est celui qui est chef d'État qu'on connaît. Sinon, il y a certains qui étaient en poupe, leur vent était en... Mais quand ils sont devenus, je prends le cas du président Wade, il n'a pas été invité. Et c'est un ancien chef d'État. Certainement, il a été invité, il n'est pas venu, mais il était l'ami de Alassane Ouattara. C'est des libéraux. Mais quand Macky Sall est venu, il est devenu l'ami de Macky Sall au détriment de... Donc les chefs d'État sont multicolores. Ils n'ont pas une couleur unique. C'est ça. Donc ils sont syndiqués. Alors c'est pas surprenant de voir tout le monde venir dire je te soutiens, parce que quasiment chaque chef d'État, ils font la même chose. Donc, ce que je fais chez moi, là, tu le fais chez toi, je viens de se te dire. Je crois que... Alors, Madeleine Kondo, une sorte de légitimation du troisième mandat en présence d'autant de chefs d'État et de gouvernement? Oui, et c'est quand même déplorable que nous arrivons à une situation pareille, parce que c'était même pas... C'est pas courtois même de le faire. Parce que ils sont dans une situation où ils sont convaincus que ce n'est pas la bonne manière de faire pour M. Ouattara. Seulement, je vais revenir sur le fait de la CEDEAO, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Avant même d'aller, je ne sais pas si j'aurai le temps même de visionner ce qui se passe en Afrique de l'Est.
concernant le Congo, les Sassou, le Cameroun, et Centrafrique et tous les autres. Je prends le cas de la CEDEAO parce que vous vous rappelez des élections, disons les contestations et les protestations qui ont commencé au moment où Faure, le président togolais, M. Faure Gnassingbé, a décidé d'aller pour un 4e mandat. Et la pression de l'opposition a fait qu'ils étaient, M. Faure coincé, à cette époque-là, c'était M. Alpha Condé de Guinée qui était à la tête de la CEDEAO. Donc il a reçu tous les opposants togolais en Guinée. Voici des gens qui sont allés là-bas, mais en principe même, 4e mandat, on ne devait même pas demander à M. Condé de chercher à persuader, sinon à ramener l'opposition togolaise à des raisons. Quelles raisons? Son père a été là 35 ans. Lui, il est là pour un 4e mandat. Ce qui n'est pas dans la Constitution. Ça veut dire que la même famille gouverne près de 55 ans et personne ne parle. C'est pour dire que tu laves mon dos et moi aussi je lave ton dos. Et d'être dans ces conditions-là, à partir du moment où M. Alpha Condé a aidé M. Faure à pouvoir rester candidat et aller aux élections et à les remporter, je ne vois pas le président togolais ou alors tous les autres s'ériger contre M. Alpha Condé pour son 3e mandat. Et aussi, c'est la même chose pour M. Ouattara pour son 3e mandat. Et à une émission d'une autre chaîne, je dis que c'est une bande d'amis qui s'épaulent, qui se supportent, parce que nous recevons des militaires togolais, Kabyé, pour venir aider M. Ouattara à mater ceux qui s'opposent au 3e mandat. On est sur le continent africain. On est entre nos frères et sœurs. Pourquoi ça doit se passer comme ça? C'est la question que tous les Africains devraient se poser. Si des organisations régionales ou même continentales ne peuvent pas nous aider à appliquer le droit, c'est-à-dire le respect des lois que nous nous sommes données, mon cher Tongano, on a du pain sur la planche. Voilà qui est clair, on a du pain sur la planche. Lamine Cissé... Non, mais il faut que je réagisse par rapport à ce que ma sœur vient de dire. Allez-y. Parce que, évidemment, c'est ça qui fait quelquefois la différence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie d'éviter un peu les amalgames. Parce que l'amalgame, c'est de vouloir penser que la constitution ivoirienne et la constitution togolaise, c'est la même chose avec la constitution guinéenne. La Guinée n'est pas dans la même situation que la Côte d'Ivoire, ni le Togo. Pour la Guinée, la constitution est claire. Alpha Condé ne peut pas briguer après 2 mandats, un autre mandat, d'autant plus que c'est bloqué. Il est allé pas à la réforme, à la réécriture de la constitution pour pouvoir se présenter. Ça, c'est flagrant, c'est clair. C'est tout à fait limpide. Mais Faure est venu trouver une constitution à mandat illimité. C'est-à-dire que c'est pourquoi je voudrais que, ma sœur, je voudrais que vous faites des analyses constitutionnelles, vous faites des recherches pour prendre position. Évidemment, dans la conscience collective de tout Africain, on ne veut pas qu'un chef d'État dépasse 2 mandats. C'est ce qui est dans la conscience collective. Mais il faut matérialiser ça par des actes forts dans la sous-région. Mais notre constitution, notre gouvernement, tout ça là, c'est pas notre modèle. C'est le gouvernement de De Gaulle. C'est les constitutions de De Gaulle. C'est les constitutions françaises. Et nous parlons la langue française. Et nous fonctionnons comme des institutions françaises. Donc rien n'est pour les Africains. Alors, aujourd'hui, vous allez au Niger, ils sont à la 7e République. Alassane Ouattara a complètement changé la nomenclature par les réformes. Pas la réforme, il a complètement changé la Constitution en introduisant le vice-président, en introduisant le Sénat, en officialisant, en rendant constitutionnel la Chambre des rois, etc. Mais
c'est des réformes majeures. Mais il a introduit à l'Assemblée nationale en tant que troisième république, pas deuxième république. Et aux yeux de la loi française, quand tu dis troisième république, ça veut dire qu'on commence à zéro. Le combat devait commencer à ce niveau-là depuis. L'opposition, là, devait se battre pour dire nous ne sommes pas d'accord en ce moment-là. Parce qu'en ce moment-là, la carte est blanche pour Alassane Ouattara de briguer un autre mandat, puisque tout est mis à plat. Ce n'est pas la constitution africaine qui l'a dit, c'est la constitution française sur laquelle nous nous inspirons. Maintenant, vous prenez le Togo également. Mais Faure est venu avec mandat illimité, il a fait plusieurs élections avec mandat illimité. Après, il a dit maintenant, on va limiter. Quand la CEDEAO est venue et les institutions, sur le plan constitutionnel, ils ont trouvé que le monsieur n'a pas violé la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la population dit, nous ne voulons pas un autre mandat de Faure et ainsi. Je suis d'accord que, dans la conscience collective, on dit le père a fait 30 ans, le fils est venu, il est encore là. Ça heurte une certaine élite. Ça heurte la moralité. Je suis d'accord. Mais sur le plan constitutionnel du droit, est-ce que Faure a violé la Constitution? Je dis non. Le mandat là, quand il finit ce mandat là, il fait un autre mandat, il est bloqué, il ne peut plus aller. C'est ça la Constitution a dit. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on travaille, que nous travaillions à harmoniser nos actions parce que le peuple africain n'aime pas des chefs d'État qui font plus de 2 mandats. Ça, c'est réel. Mais je voudrais qu'on étudie les constitutions d'une façon spécifique. Il ne faut pas qu'on fasse un amalgame. Alpha Condé a tué à tort pour faire sauter le verrou de sa limitation à lui, parce qu'il y a un article qui dit le président, on ne peut pas réviser, on ne peut pas toucher. Spécifiquement, il a réécrit la Constitution, il a tué les gens, il est assis. C'est du forcing. Alors, quand elle parle de la CEDEAO, madame, je suis d'accord avec vous, hein. La CEDEAO, ce sont les chefs d'État. Regarde comment la CEDEAO est organisée. C'est la conférence des chefs d'État qui décide. Et quand la conférence des chefs d'État décide, la commission de la CEDEAO exécute. Nous avons des cadres et des compétences qui sont que des exécutants et qui ont de gros salaires, qui utilisent l'argent du contribuable. Mais ils sont là que pour répondre aux désirata des chefs d'État. OK? Ils ne sont pas là pour répondre aux aspirations du peuple de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'il y ait des réformes profondes au niveau de la CEDEAO pour que la CEDEAO soit le CEDEAO des peuples, comme vous et comme moi. Voilà. Alors, lors de son discours d'investiture, nous allons revenir spécifiquement à la Côte d'Ivoire parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce pays-là. Alassane Ouattara a parlé réconciliation nationale et action sociale. Kouadio Konombertin a été nommé ce mardi même ministre de la réconciliation nationale. Madame Kondo, votre avis sur cette nomination? Laissez-moi rire, parce que toutes mes excuses à nos auditeurs et puis mes respects à vous sur le plateau. J'ai ri parce que les derniers commentaires que j'ai eu à lire concernant M. Kakabé, c'est ce qui me fait rire. D'abord, les gens ont dit, M. Ouattara l'a mis là parce qu'il est convaincu que M. Kakabé ne va pas réussir sa mission. Donc c'est un piège. Ça, c'est un groupe qui a interprété ça comme ça. Il y a une autre tendance aussi qui dit, de toutes les façons, on l'accepte. Mais il ne pourra pas mettre pied dans nos régions pour chercher à réconcilier les gens parce qu'on l'attend de pied ferme. La réconciliation, là, lui-même, il doit se réconcilier avec lui-même et ses parents, c'est-à-dire sa région d'origine, parce qu'il y a eu des tueries là-bas. Avant de chercher à aller régler ou alors avant de chercher à prendre en compte les problèmes liés à la réconciliation dans les autres régions. Troisièmement, quand M. Kakabé est parti à Divo pour voter chez lui, dans son chef-lieu, M. Ouattara lui a affecté un hélico. Il est allé. Et en revenant, quand il est monté dans l'hélico, il a regardé à travers les hublots et puis il a commencé à couler des larmes. Il a essuyé ses larmes et tout. Et il y a un de ses proches qui nous dit qu'il pleure parce que même des gens, pour protester, il n'en a pas eu. C'est-à-dire, il aurait voulu qu'il y ait une aide d'honneur pour l'accueillir, une aide d'honneur pour lui dire au revoir. Ce qui ne s'est pas passé. Et grave, ceux même qui devaient le huer
il n'en a même pas eu. C'est pour vous dire combien de fois cette affaire de réconciliation-là. M. Ouattara est resté combien de temps? Il a dépensé 4 milliards de nos francs, l'argent des contribuables. Ils ont monté ce qu'on appelait la CIDVR. Tout à fait. Oui. On lui a remis les travaux. M. Bani, qui présidait cette conférence-là, lui a remis les résultats des travaux. Tout. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais tenu compte de ces résultats. C'est pour dire qu'il a pris 4 milliards et il l'a mis dans un haut fourneau pour que ça brûle. Puisque tous les gens qu'on a interrogés, de région, de religion, d'origine, ou alors des gens qui sont venus, qui sont devenus, toutes ces personnes-là ont été interrogées. Et vraiment, c'est décevant, surtout de la part de M. Bani. Parce que j'estime que ce sont des travaux qu'ils ont conduits pour rétablir la cohésion sociale. Et dans ces conditions-là, si le président est réticent, qu'est-ce que vous faites? M. Bani a des relations au plan international. Quand la France vient interpeller M. Ouattara pour dire, et ça, je pense que c'est une mise en scène, c'est des simagrées, pour dire que vous avez manqué de réconcilier les gens. Voici des gens que M. Bani aurait dû toucher pour leur dire, voilà, voici les résultats. Et voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on attend? Au fur et à mesure que le temps passe, M. Ouattara prend encore des décisions beaucoup moins populaires, des décisions qui ont tendance à fragiliser les quelques liens qui existent entre certains peuples ou bien certaines familles ou bien certaines régions. Alors, il aurait pu saisir cette occasion-là, ne serait-ce que pour ramener tout le monde. Mais M. Ouattara, c'est l'homme fort de tous les maux, de tous les crimes. Donc, ils ont laissé faire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la cohésion sociale ou alors de la paix sociale. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? L'Afrique n'est pas assez déchirée que des religions qui ont vécu en harmonie depuis que ces pays-là existent. Aujourd'hui, les gens se poursuivent avec des machettes. Je vais parler des Balaka et puis des anti-Balaka. Ça, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Et aussi qu'on retrouve des gens qu'on transporte d'un pays à l'autre pour venir agresser des gens. Simplement parce qu'on veut semer la terreur, effrayer des gens qui ne demandent qu'à vivre. C'est-à-dire du pain et de la de paix. L'eau. C'est tout. Voilà. Lamine Cissé, beaucoup estiment que c'est une sorte de remerciement pour un candidat soi-disant indépendant et de l'opposition, mais qui est perçu comme un allié politique du chef de l'État. Beaucoup estimaient même qu'il n'avait pas rempli les conditions pour candidater à ce scrutin-là, et donc cette nomination, c'est un peu comme, on va dire, superfétatoire. Je préfère dire une partie. Quand on dit beaucoup, ça veut dire que c'est la majorité. Une partie, d'ailleurs des gens qui sont dans l'opposition, qui le disent. Parce que les partisans d'Alassane Ouattara et autres ne le disent pas. Mais je crois que Alassane Ouattara est dans la logique même du candidat. Parce que le candidat, durant toute sa campagne, il n'a prêché que la réconciliation. C'est le mot clé. D'ailleurs, c'est un dissident du PDCI, il faut le souligner. Et il ne sera pas vu par le PDCI et toute l'opposition. Maintenant, lui, durant toute sa campagne, son mot d'ordre, c'est qu'il faut arrêter, il faut que les gens se réconcilient. Mais c'est tout à fait logique qu'on lui donne le ministère en charge de la réconciliation nationale. Donc pour voir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apporter comme solution. Selon vous, il peut apporter quelque chose? Mais quand vous êtes motivé, c'est-à-dire que quand vous êtes motivé à aller, vous avez agi, vous avez quitté votre parti pour dire je compétis. Moi, ce n'est pas ma manière de faire pour la réconciliation. Et je suis pour lui, vous savez pourquoi? Non, allez-y. La réconciliation en Côte d'Ivoire, ce sont les élites qui créent des problèmes. Ce sont les élites qui ne sont pas réconciliées, les élites eux-mêmes qui ont créé des problèmes jusqu'à la guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est eux-mêmes qui sont en train de se tirailler. Le peuple n'est que victime de nos élites.
Ça, c'est ce qui est évident. Aujourd'hui, si Konan Bédié, Laurent Gbagbo dit la guerre est finie, nous sommes réconciliés, les peuples vont sortir et applaudir aujourd'hui. Donc, qui n'est pas réconcilié, qui est réconcilié? Le peuple ivoirien est en train, pendant les 10 ans, là, Alassane Ouattara a sorti de précarité. Plus de 1 million d'Ivoiriens ont été impactés. La Côte d'Ivoire, que je connaissais il y a 10 ans en arrière, et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Dans toutes les situations, le pays est en train d'avancer. Mais qu'est-ce qui empêche maintenant aux élites de dire le passé, c'est le passé? Parce que chacun est responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Depuis la mort du président Houphouët-Boigny, chacun des élites ont été responsables des conditions qui ont amené la guerre civile en Côte d'Ivoire. Alors moi, mon problème est que c'est le peuple qui n'est pas réconcilié avec lui-même, ou bien ce sont nos leaders politiques, les responsables à différents niveaux, qui sont en train d'instrumentaliser les populations pour les mettre dans la rue. C'est ça, l'analyse doit être à ce niveau-là. Est-ce que si Konan Bédié dit « je suis avec Alassane Ouattara », aujourd'hui, on est réconcilié, Gbagbo vient, et Guillaume Soro, etc., est-ce que le peuple va se mettre dans la rue pour dire « non, nous ne sommes pas d'accord, ils vont s'entretuer » Non, c'est ceux qui incitent les gens à aller s'entretuer. Ceux qui n'est-ce pas, instrumentalisent les populations, ce sont ceux qui étaient là depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, ils sont là sur l'échiquier politique. C'est eux qui sont... Donc le peuple doit prendre conscience. Et comprendre que, en fait, le développement ne peut... C'est pas eux. Il faut qu'il y ait de la relève de qualité. J'apprécie que madame soit dans une dynamique, n'est-ce pas, de pouvoir contribuer, mais il ne faut pas qu'il se fasse conduire par le comportement et les attitudes de nos leaders qui n'ont que seul intérêt, quand ils ont eux leur intérêt individuel, ils convoquent le peuple. Quand ils n'ont pas d'intérêt individuel, ils ne convoquent pas le peuple. Je crois qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire aurait gagné quand ces leaders-là s'assoient sur la même table pour dire c'est la Côte d'Ivoire, le peuple a suffisamment souffert, faisons la paix, allons-y vers la réconciliation et créons les conditions qui permettent la relève de qualité. Cette génération de cadres, de compétences qui prennent le lead pour conduire le pays. Mais maintenant, si je vois nos ténors qui ont 80, d'autres, etc., qui se mettent, n'est-ce pas, à inciter le peuple à se diviser, ça pose un problème fondamental. Alors, 1,99% des voix, c'est ce qu'a recueilli Kouadio Konan-Bertin lors de la présidentielle écoulée, qui a vu donc la réélection du président Alassane Ouattara. Est-ce que selon vous, Madeleine Kondo, ce n'est pas plutôt, je dirais, un gros chantier pour Kakabe, c'est-à-dire le mettre à l'épreuve, parce que quand on sait que durant la campagne, il a aussi surfé sur la réconciliation, sur la paix, il a dit et qu'il a pris sur lui de voyager, même en dehors de la Côte d'Ivoire, pour rencontrer des anciens chefs d'État, des personnalités de premier plan sur le continent pour inciter, appeler les gens à réconcilier les cœurs, à pacifier la Côte d'Ivoire. Est-ce que selon vous, ce n'est pas, je dirais, justice que de lui remettre ce ministère-là et de le laisser faire ses preuves? Moi, personnellement, je ne suis pas concernée par le plan de réconciliation de M. Ouattara tel que concocté par M. Kakabe. Peut-être. Les gens vont trouver que je suis un peu trop forte dans ce que je dis. Seulement voilà. Moi, je suis du centre. Mais j'ai grandi au nord parce que mon père était instituteur. La région de M. Kone Katina, Niakara, c'est là-bas que j'ai appris à tenir le crayon, le bic et la craie sur une ardoise. Et puis bon, merci, un cahier. Un cahier double ligne, comme on les appelait. Et après, on est allé à Dabakala. Mais mon père venait de Bondoukou. Il est passé par Kiebisu Katiola, il est allé à Bondoukou. Bondoukou, il est venu à Tortilla. Tortilla, il est venu à Niakara. Niakara, Dabakala. Dabakala, il est allé autour de Boaké et il a pris sa dernière chute au niveau de Boaké quand il a fini sa maison de retraite où on a grandi. Par exemple, je vais ouvrir cette petite parenthèse. Vous savez que
en milieu chrétien, comme nous on dit souvent, Boussoumani, c'est-à-dire Bushman, ceux des régions forestières et puis un peu de la savane arborée, là, les gens n'étaient pas habitués à ce qu'on appelle l'excision du petit garçon. On a appris ces pratiques-là à partir des communautés musulmanes ou alors des nordistes avec qui on vivait. Et quand on faisait des petits garçons, même moi, mes enfants, quand on faisait des petits garçons, on allait voir le vieux du quartier avec ta mère et qui te trouvait soit un Aoussa ou bien un nordiste, celui qui fait ce genre de travail dans le quartier. Un bébé qui ne parle pas. Vous confiez votre enfant en ce vieux parce que ça ne vous est jamais passé par la tête que quelqu'un pouvait vous faire du mal, pouvait faire du mal à votre enfant plutôt. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Puisque nos grands frères, beaucoup ont dépassé l'âge de 15 ans avant d'avoir cette opération-là faite. Il y en a qui étaient déjà au lycée. Et c'est dans les internats avec leurs amis, les jeunes musulmans ou bien les jeunes nordistes, avec les causeries, les moqueries, ils se sont accrochés à ces jeunes-là. Ils les ont envoyés même dans leurs familles pour pratiquer ça à l'insu même de leurs parents, de nos parents. Mais pourquoi? C'était la confiance. Mais aujourd'hui où je vous parle, la confiance est rompue. Oui, je ne serais pas à l'aise, même si je l'accepte, mais je ne serais pas à l'aise qu'on prenne un petit garçon de la famille, aller le confier à ces gens-là pour l'excision. C'est de ça que moi je parle. Et ça va au-delà de ça. Mon dernier poste à Abidjan, j'enseignais dans un quartier qu'on appelle Makori-Remblai, où à 75 à 80% de la population était surtout burkinabé. Mais je vais vous dire, j'avais un congélateur. Mes parents, quand c'est la tabaski ou le ramadan, je reçois tous les morceaux d'un mouton. Et des femmes, par exemple, Madame Nikema, Madame Kaboré, toutes ces femmes-là, elles ont trouvé, en plus de la viande, elles m'envoyaient du riz, le sac de riz de 5 kilos, le thaïlandais là, avec des sacs d'oignons, des bidons d'huile. Elles me disent que non, vous n'avez pas la même façon de faire la cuisine que nous. Donc on vous donne ça avec la viande, faites vous-même votre cuisine. Mais aujourd'hui où je vous parle, je ne sais pas si je pourrais manger cette viande-là. Oui. Et même, il y a des jeunes musulmans aux États-Unis ici avec qui je parle, qui m'ont dit qu'ils sont allés au pays parce que dans leur propre famille, ils sont divisés. Il y en a qui sont au RHDP, il y en a qui sont au RDR, et il y en a qui sont soroïstes, et il y en a qui sont, très peu d'ailleurs, qui sont PDC. Ce que vous expliquez, et il me dit qu'il est parti, on lui a donné à manger dès qu'il est sorti de chez son grand frère qui est RDR, parce que lui-même, il est très, très, très actif dans cette affaire des soroïstes. Quand il est sorti, il a versé la nourriture dans la poubelle. C'est ça qui me fait mal. Voilà. Et c'est ce que je déplore dans l'Afrique. Je comprends. Aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence à cause des querelles politiques. On vous aura compris. Lamine Cissé, rapidement. Oui. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il a campé le décor. Avant qu'ils le disent, nous avons eu des musiciens, Tiken Diafa Koli, Alpha Blondy, etc. Hein? Mon pays va mal, même les mamans au marché sont divisées. Etc. La loi qui a créé cette division-là est et où? Les musiciens ont chanté, tout le monde a crié pour dire il ne faut pas créer une cassure sociale. Mais c'est les politiques qui ont créé cette cassure sociale. C'est ce que je suis en train de dire à ma sœur pour lui dire c'est de cela dont on parle. Quand la gouvernance est une gouvernance ethniciste ou une gouvernance religieuse ou une gouvernance régionaliste, voilà, les implications au niveau des populations sont terribles. Quand le père Houphouët-Boigny était là, il disait « Je suis le premier étranger de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes des Akans, nous venons du Ghana. » C'est ce qui est réel. Et la Côte d'Ivoire, jusqu'au Burkina Faso, c'était l'empire du Manding, c'était l'empire du Mali. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui était l'empire du Mali. C'est dirigé par un seul roi.
jusqu'en Casamance, jusqu'en Guinée. Mais le blanc est venu, il nous a divisés, il a créé des frontières. Mais la frontière là est restée dans nos têtes. Malgré cette circonscription, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc., à l'intérieur de nos pays, il y a des gens qui pensent que c'est eux qui sont des autochtones, les autres ne sont pas des trucs. Alors que vous partagez la même nationalité. Ça pose un problème. Alors, ce qui fait la richesse de l'Afrique, c'est cette diversité socio-culturelle, n'est-ce pas, de culte, cette liberté de pratiquer ce que l'on veut, de croire à ce que l'on veut. Et cette différence-là doit être créée dans une harmonie. Et cette harmonie-là, c'est ce que la loi a encadré. Au sein de l'État, le fonctionnement de l'État doit obéir à un certain équilibre socio-culturel de base. C'est extrêmement important. C'est cette cassure-là que les politiciens ont amené. Ils ont créé des effets d'entraînement. Quand je vois les frères qui vivaient pendant plus de presque 100 ans ensemble dans les plantations et qui se levaient pour chasser des gens dans la plantation, qui les tuaient et qui créaient des réfugiés dans les autres pays parce que tout simplement, il y a une nouvelle gouvernance qui est venue dans le pays. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est ça, il faut étudier les causes profondes du malaise en Côte d'Ivoire. Et quand on dit nous sommes des panafricains, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous voulons réunir toute l'Afrique dans ses diversités socio-culturelles et dans ses valeurs, dans ses compétences, dans ses richesses, pour que l'Afrique puisse se développer d'elle-même dans un développement endogène. C'est ce que nous voulons. Et si nous sommes dans la CEDEAO, nous voulons créer un marché commun, une monnaie unique dans l'Afrique de l'Ouest, et qu'à l'intérieur de nos pays, nos gouvernants nous fragmentent, nous fragilisent en nous divisant. Regardez la Guinée, par exemple. Aujourd'hui, le clivage ethnique est incommensurable. Exacerbé. Mais c'est lié à la gouvernance. Regarde Alpha Condé, qu'est-ce qu'il dit? Un président qui fait un discours mandingue. Moi, je suis un mandingue, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Le mandingue n'est supérieur à aucune autre ethnie, ni le peuple supérieur. C'est-à-dire que les cultures et les civilisations se valent. Il doit y avoir une harmonisation, une action d'harmonisation, parce que pour tuer la monotonie et que chacun apporte, dans le rendez-vous du donné, chacun apporte ce qu'il a. C'est ce qui fait la beauté de l'existence. Madame, c'est à cela j'appelle. Il faut croire à la réconciliation. Il faut en croire parce que c'est vous qui allez faire la réconciliation, ce n'est pas les gouvernants, les politiciens là. Ils ne pourront pas faire la réconciliation. C'est vous, des activistes comme vous, qui devez changer de discours par rapport à ces gens-là et vous démarquer de ces gens-là pour leur dire, nous, regardez tout le vécu que vous avez. C'est tellement beau de dire ce respect de la différence. Vous êtes un modèle, n'est-ce pas, de l'intégration ivoirienne. Un modèle type. Vous avez une connaissance socio-culturelle beaucoup plus large. Je crois que la Côte d'Ivoire aura besoin de vous pour amener les politiques à changer leur combat interpersonnel et de savoir que c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Madeleine Kondo, on parle de combat, on parle de dialogue aussi. Dialogue pour décrisper le climat politique. Le président Ouattara a lancé un appel à l'opposition. Est-ce que selon vous, vous êtes prête à entendre cet appel-là et si oui, sous quelles conditions? Ok. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire une révélation, par exemple, à mon frère sur le plateau pour dire, aujourd'hui, j'ai fait des vidéos où je dis que je ne sais vraiment pas ce que les États-Unis peuvent m'apprendre, que je n'ai pas vu. J'ai commencé, comme ils disent, from scratch. Avec mon niveau, c'est maintenant que les États-Unis tiennent compte de ce que vous avez fait avant. Vous faut une mise à niveau pour que vous avancez. Tout non. Il y a des médecins qui sont arrivés d'un peu partout, de l'Asie, de l'Europe, partout, mais qui sont venus pour s'inscrire. Des médecins confirmés qui sont venus pour s'inscrire, qui ne sont pas venus de façon officielle. C'est-à-dire qu'ils sont venus se chercher, comme on a l'habitude de dire à Abidjan. Ils devaient faire des cours à partir de zéro. Donc, ils ont préféré, compte tenu des charges familiales derrière eux, ils ont préféré prendre des programmes de 5 ans qu'on appelle communément les physician assistants, c'est-à-dire les aides-médecins, ou alors des formations d'infirmerie, 2-3 ans, ne serait-ce que pour pouvoir être dans le circuit et puis aider leurs parents. Moi, aujourd'hui, je suis arrivée, j'ai nettoyé, j'ai fait les petits boulots comme tout le monde.
Et par rapport à mon niveau, et compte tenu de ceux que j'appelais collègues, je n'étais pas à l'aise de rester au bas de l'échelle. Je suis repartie à l'école. Bref, là où je suis, ce que j'ai connu, ce que je vis et mon expérience, je pense que je n'ai rien à faire aux États-Unis. L'Afrique, même si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, l'Afrique bénéficierait mieux de mon expérience que le temps que je perds ici. Exact. Quand vous me dites que je suis un modèle d'intégration, que la Côte d'Ivoire aura besoin de moi, ce que vous ne savez pas, monsieur, c'est que Madeleine Kondo, mon nom est à l'aéroport, sur une liste rouge, à la DST, au ministère de la Justice, au bureau du procureur, au ministère de l'Intérieur et à la primature. Je dis pour servir les autres Africains et les autres Ivoiriens. Je ne me sens pas en sécurité, même si M. Ouattara fait tout pour que je rentre, je ne rentrerai pas. Parce que il y en a, par exemple, lui-même, il est allé au Ghana demander aux exilés de rentrer. Ceux qui sont rentrés, il y en a qui ont été conduits directement à la Maca, qui sont restés combien d'années? Il y en a qui sont sortis déjà malades. Alors, je ne peux pas. Vous ne vous sentez Si pas pour en ma sécurité? sécurité, je dois servir dans un autre pays africain, voilà ma main. Volontiers. Mais, Je ferai ce voyage-là. le dialogue prôné par le président Ouattara, Le dialogue sous Ouattara n'existe pas. Monsieur Ouattara, qui est le bourreau, aujourd'hui se fait passer pour la victime. Ah! On a vu des gens qui sont arrivés du Burkina avec des machettes, découper les gens. Et puis ils trouvent et simplement la même constitution là. Et il y a quelque chose que j'ai manqué de dire parce que bon, on a tellement à dire en si peu de temps. tout à fait. Où je voulais dire à mon frère sur le plateau que il parle des politiques. On est d'accord. Moi j'ai une question. Quand vous avez prêté serment, surtout 2 fois, le premier mandat de M. Ouattara, il a prêté serment 2 fois. Vous avez constitué votre gouvernement. Vous avez l'armée. Toutes les institutions avec vous. Vous êtes en train de gouverner. C'est quelle chasse à l'homme vous faites? D'après vous, vous avez gagné les élections. Est-ce que vous avez besoin d'emprisonner des gens? Il y a des jeunes à qui moi j'ai envoyé des sous pour acheter du savon quand je leur conseillais d'utiliser beaucoup d'eau de Javel en milieu carcéral parce que ça vous évite la tuberculose, la gale et tout ça. À qui j'ai envoyé de l'argent. Mais si M. Ouattara dit que la Côte d'Ivoire est un pays émergent, compte tenu de son expérience dans les grands pays et dans les grandes institutions, je veux parler des États-Unis, je veux parler du FMI et de la BCAO, vous dites que vous êtes émergent. En principe, le ministère de la Justice, le ministère du Budget, le ministère des Affaires sociales devait quand même dégager un budget, ne serait-ce que pour produire ou alors fournir des balais, de l'eau de Javel, des seaux, pour que même quand vous êtes en prison, vous avez des droits. Vous n'avez pas que des devoirs, vous avez des droits. Alors, on doit vous assurer la vie dans un milieu sain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des gens développent des gaz. Il y a un jeune activiste très célèbre, Carton Noir, qui est allé en prison quelques mois, et il a eu la tuberculose. Mais il était allé voir le juge d'instruction avant qu'on ne déclare qu'il a la tuberculose. Et il est monté dans le même cargo avec les autres prisonniers. Il se retrouve dans les salles de jeu, dans la cour. Il parle avec des gens. Il partage des repas. Il y a un autre même qui, lui, était dans des conditions meilleures que lui et qui faisait la cuisine et il appelait de venir prendre à manger. Il lui parlait. Vous savez, les maladies comme la tuberculose, là, ça va comme ça. Ça se répand dans l'air. Vous expliquez beaucoup de choses. Oui. Je ne comprends pas.
qu'est-ce qu'il a appris des grandes institutions? Je suppose que tout le temps qu'il a fait ses études à l'université de Pennsylvanie, UPenn, il a quand même été à l'hôpital. On lui a quand même enseigné, comment on appelle, en termes médicaux, comment je peux dire ça? C'est-à-dire comment éviter la propagation des maladies ou bien les pandémies ou bien les épidémies. Il y a des mesures d'hygiène. Les plus élémentaires ne sont pas respectées. Ne sont pas respectées. Voilà. Et puis, ces gens arrivent de partout. C'est moi, c'est ça mon problème. En tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur. On vous aura écouté de long en large, Lamine Cissé. Moi, j'ai l'impression que ma sœur endosse toute la faute de la Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara. C'est ce que j'ai remarqué depuis le début. Il n'a dit aucunement, je parle des politiciens d'une manière générale, et il parle des gens qui sont victimes d'une façon spécifique. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo. J'ai vu des victimes, des assassinats qui se faisaient. Des gens, des commandos qui allaient la nuit, qui disséminaient des familles. Ça, j'ai même filmé, j'ai des trucs. Après Ouattara, j'ai été, 5 ans après, j'ai été. Donc, je crois que le problème est que il faut étudier les causes profondes. Quand il dit les Burkinabés, il fait des accusations comme les Burkinabés prennent des machettes pour venir en Côte d'Ivoire. Il a dit les militaires kabylés allaient en Côte d'Ivoire pour tuer. Mais c'est extrêmement dangereux, ces affirmations-là, si on n'a pas de preuves palpables. Et pourquoi ma sœur n'a pas dit, dans les plantations, ils sont plus burkinabés, parce qu'ils étaient là depuis avant. Leur grand-père était là bien avant l'indépendance. Leurs grands-pères, qui ont acquis leurs terres à la sueur de leur front. Ils ont travaillé et ils ont acquis des terres. Pourquoi sous Gbagbo, ces gens-là ont été chassés de leurs plantations, tués, d'autres ont été tués? C'est des milliers, parce qu'ils ont un nom burkinabé, qui fuyaient au Burkina Faso. Mais Blaise Compaoré a estimé que c'était une déclaration de guerre en ce moment-là. Pourquoi il n'a pas dit que le MPCI, dirigé par Ibrahima Koulibaly, a pris corps à partir du Burkina Faso, financé par Kadhafi, pour tout simplement dire leur revendication? Guillaume Soro était le secrétaire général du MPCI. Leur revendication, c'était de dire nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait des lois qui excluent plus de 30% des Ivoiriens de la liste nationale. Mais voilà les causes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas analyser les effets. Il faut analyser les causes. Pourquoi la guerre est venue? Alors, je crois que il faut que... Moi, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai fait des analyses un peu panoramiques pour voir. Et moi, mon problème, c'est que qu'est-ce qui a créé? Moi, les effets ne m'intéressent pas. Les effets, c'est comme si quelqu'un est malade, il a le palu, on donne les comprimés. Il faut chercher les causes du palu pour aller soigner les causes. Sinon, c'est les mêmes causes qui vont créer les mêmes effets. La Côte d'Ivoire est dans cette dynamique-là. C'est pourquoi quand je dis au départ que tout le monde est responsable, parce qu'à un niveau donné, chacun a joué sa partition. Quand Konan Bégué est venu, il a remplacé Houphouët-Boigny en 93. Le concept d'ivoirité le concept d'ivoirité est venu. Lui, il a joué sa partition en mettant dans la tête des Ivoiriens qu'il y a des Ivoiriens autochtones, des Ivoiriens de seconde zone et des Ivoiriens de troisième zone. La fragilisation de la société, la fragmentation a commencé à ce niveau-là. Et il a exclu de l'élection qui suivent tous les autres. Les Gbagbo, Alassane Ouattara, d'ailleurs, il était en exil, parce qu'il ne fait pas... Quand lui, Gueye l'a déposé par les armes, il a fui, lui aussi, il est devenu en exil. Quand il est allé en exil, lorsqu'il est allé en exil, alors Gueye s'est confronté à Gbagbo. Gbagbo l'a gagné, il a voulu voler, et puis le peuple s'est soulevé. Quel est le sort? Il a voulu faire un coup d'État, on l'a tué. Quand Gbagbo est assis pendant 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut analyser la gouvernance de Gbagbo pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait en termes d'économie? Qu'est-ce qu'il a fait sur le plan social? Alors, on disait Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Quand les Américains élisaient un Kenyan à la tête de leur État, Barack Obama, c'est son papa. Si Alassane Ouattara était dans les conditions d'Alassane Ouattara, c'était clair. Si son papa était autre chose... Alors, mais là, c'est-à-dire que nous avons des mentalités de sous-développement.
nous disons, nous allons nous sommes panafricains, nous allons vers, n'est-ce pas, la construction de l'Afrique de l'Ouest, le citoyenneté, on nous a donné le droit de citoyenneté, moi je suis citoyen de l'Afrique de l'Ouest, mais dans la pratique c'est zéro, c'est inutile. Dans nos pays là, les ethnies qui ont la même nationalité se battent, chacun veut dire c'est moi qui suis plus fort, à plus forte raison, est-ce qu'on n'a même pas d'État-nation? On a des États-nations embryonnaires et nous sommes gouvernés par la volonté de l'extérieur, nous ne sommes pas gouvernés par la volonté de l'intérieur. C'est pourquoi je vous ai dit, madame, moi, ce que je vous invite, c'est-à-dire que vous êtes dans une dynamique pour moi qui ne peut pas amener la Côte d'Ivoire ni l'Afrique vers le développement. Ce que je vous souhaite est que vous ayez une analyse beaucoup plus qui sorte dans le cadre des analyses politiciennes. Et vous ayez... Parce que vous dites, vous êtes fiché, etc., au niveau... Mais nous, notre problème est que essayez d'avoir un discours réconciliateur. Parce que tout à l'heure, là, vous avez dit, ce que Alassane Ouattara dirige, ça, là, tu ne crois pas à ça. Déjà, vous êtes prédisposé. C'est-à-dire que vous êtes préconçu que Alassane Ouattara ne peut pas. Mais Alassane Ouattara n'est pas seul en Côte d'Ivoire. Il a un gouvernement, il a une adhésion populaire dans le pays. Alors, donc, je crois que si aujourd'hui, Konam Bédié disait aujourd'hui, je suis d'accord avec Alassane Ouattara, Gbagbo venait, parce que Gbagbo il va venir, on lui a donné le passeport diplomatique et tout ça là pour qu'il revienne. Si Gbagbo revient dans les conditions de cette réconciliation et que le ministre réussissait ça, quelle serait votre position alors? Et moi je crois qu'aujourd'hui il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut aller dans l'optimisme total. En tant que femme, n'est-ce pas? En tant que potentiel, en tant que personnalité, ressource, en tant qu'expérimenté, vous êtes de la diaspora. Je vous invite, vraiment, je vous invite à vous battre pour vraiment changer le discours et toucher le cœur de part et d'autre, de l'opposition comme du pouvoir, pour vraiment que la Côte d'Ivoire puisse aller vers la réconciliation. Et je souhaiterais que vous essayiez de rencontrer ce ministre, comment il appelle, Kwadjo Konam Bertin. Kwadjo Konam Bertin, oui. Pour avoir... Parce qu'il faut l'écouter. Il faut l'écouter pour savoir ce qu'il veut pour la Côte d'Ivoire. C'est extrêmement important. Essayez de le rencontrer en tant que femme, en tant qu'activiste, pour dire, bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, et l'aider à trouver des solutions pour la réconciliation. Parce que vous serez compétent en Côte d'Ivoire. Ne dites pas que vous n'allez pas aller en Côte d'Ivoire. L'Afrique a besoin de vous, la Côte d'Ivoire a besoin de vous, parce que vous êtes ministrable. Vous pouvez être élus locaux, local de moins. Vous pouvez, etc., participer au développement. Mais je crois qu'il faut changer de discours pour ne pas fragiliser davantage, mettre cette division dans la tête des Ivoiriens, au contraire, les amener en tant que maires, les amener à se réconcilier et à mettre ensemble leur cœur. Moi, c'est ce que je vous demande. Madeleine Kondo, nous allons... l'émission est quasiment terminée déjà. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais nous allons essayer d'aller au cas par cas. Il y a, par exemple, les discussions que le président propose par l'entremise de son Premier ministre Ahmed Bakayoko, notamment sur la réforme de la CEI. C'était l'un des grands points de désaccord lors de la dernière élection. Le président propose de le faire avant les prochaines législatives. Est-ce que selon vous, ce n'est pas des points sur lesquels l'opposition devrait accepter la main tendue et discuter pour, pourquoi pas, changer les rapports de force? Parce que si l'opposition est représentée massivement dans les organes de décision, on pourra faire bouger les lignes, faire avancer les choses. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ces invitations-là qui proposent quand même, notamment d'aller au toilettage de la CEI, comme cela a été recommandé par de nombreuses décisions de justice, notamment de la CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Dieu merci que après son investiture, monsieur, disons avant ou bien après son investiture, ça importe. Dieu merci que M. Ouattara est sorti de son sommeil. Et quand vous me parlez de propositions, non, ce sont des choses que l'opposition a avancées, a énumérées depuis. Depuis des mois. M. Bictogo, depuis des mois, depuis même 2019. M. Bictogo a dit qu'eux, ils ne discutent avec personne. Ils n'ont pas de dialogue à engager avec eux. Il est le président, il est à la tête de leur RHDP. Et il a dit, M. Ouattara dit quoi à partir de ça? Et quand mon frère sur le plateau me dit que pourquoi je n'ai pas énuméré le fait que M. Ouattara soit en exil, mais M. Ouattara est allé en exil
simplement parce que c'est une affaire africaine. Sinon, ça aurait été dans les pays où les gens respectent ce qu'on appelle la loi pénale, où les gens appliquent la loi. M. Ouattara devait être déjà, on aurait dû le mettre en tôle, même pas lui permettre d'aller en exil parce qu'il a fait du faux et usage de faux. Je vous prends tous à témoin. Il dit que moi, je ferme les yeux sur tout ce qui s'est passé avant et que c'est M. Ouattara, c'est contre M. Ouattara ce que je vais. M. Ouattara a 2 extraits de naissance. Au point où il y a un où son petit frère est plus âgé, celui que lui il appelle petit frère est plus âgé que lui. Mais où on va? Monsieur, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis ici de famille polygame. Et la grande majorité des Nordiques, des musulmans, sont ici de famille polygame. Moi, j'étais sur des bambas. Je n'ai jamais su quelle femme a pour enfant quelle fille. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, quand vous rentrez dans la maison, dans la famille, vous ne savez pas qui est la maman de qui. Tout le monde est ensemble. Mais les enfants eux-mêmes savent qui est leur maman. Mais au point où vous renoncez à votre propre mère, et puis vous parlez de l'économie, du social. Oui, M. Ouattara, c'est lui, nous on a découvert, parce qu'on a connu ce qu'on appelle le miracle ivoirien. Et tout le monde sait, au moment où Oufoué, Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, parlait du métro d'Abidjan, où il est parti vers les Japonais. C'est là où des gens savaient que nous, là, avancement, salaire, école, internat, livre cahier, le couvert, les draps, ça, c'était acquis. C'est lui qui est venu nous dire que nous sommes 5e puissance économique. C'est dans 5e puissance économique là que les 3 principaux CHU d'Abidjan n'ont pas de scanner. Madame Kondo? Madeleine Kondo? Non, Madeleine mon frère, Kondo? on va revenir des jours sur ça. Madeleine on va Kondo? pas en finir. Madeleine Kondo? Il a sa position que je respecte. J'ai ma position aussi. Madeleine Kondo, je reste avec vous. Henri Konan Bédié propose un dialogue national pour résoudre les tensions nées de la présidentielle. Il a aussi annoncé la fin du Conseil national de transition. J'aimerais avoir votre avis sur ces 2 points-là. C'est parce que ils ont abordé ce problème du Conseil national de transition avec trop d'hésitation. Et ça donnait le temps à M. Ouattara d'aller en France pour se faire passer pour quelqu'un qui est malade, qui allait faire un traitement. M. Ouattara aime le tape à l'œil. Pour qu'il se retrouve dans un cadre aussi européen, en terre ivoirienne, pour une prestation de serment, c'est simplement parce que ceux qui ont lancé le CNT, le Conseil national de transition, ont eu trop d'hésitation. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés au résultat d'aujourd'hui. Donc pour vous, la responsabilité oui, doit être portée par Henri Konan Bédié? Mais tout. Parce que vous avez constitué une coalition au niveau de l'opposition. On lance un conseil national de transition parce qu'il y a un vide présidentiel. Et puis, parmi eux, des gros calibres décident dans les coulisses qu'eux, ils ne sont pas pour le CNT. Ils appellent leurs partisans de faire autre chose. Vous voulez parler de Laurent Gbagbo? Il y a des coups d'abord même, beaucoup d'entre nous reprochent au président Henri Konan Bédié le fait d'être allé à l'hôtel du Golfe. Vous voulez parler du président Laurent Gbagbo qui a refusé de siéger au CNT? Vous voulez parler du président Laurent Gbagbo qui a refusé de siéger au CNT? Mais il ne peut pas siéger parce que là où il est là, ceux qui doivent siéger là, ils sont ici. Mais visiblement, il a donné des consignes à ses lieutenants de ne pas participer au CNT. Je lui ai lancé un appel que compte tenu des actions de M. Ouattara qu'on connaît, il risque de coincer le Conseil national de transition et pour les empêcher de travailler pour que les choses avancent. J'ai fait une vidéo que je vais d'ailleurs même vous envoyer. Je demande pardon au président Laurent Gbagbo. De là où il est,
il peut faire jouer la diplomatie et ses relations. Et j'ai lancé le même appel à M. Bleu Goudé, à M. Soro Guillaume, à M. Akossi Banjo et tous ceux dont je ne me suis pas souvenu de leur nom. Je leur ai dit, il faudrait que vous créez le CNT de l'exil, de la diaspora, c'est-à-dire le comité de la différence. Au pays, c'est le conseil. À l'étranger, c'est le comité national de transition qui est toujours CNT. Pour qu'on puisse servir de contrepoids, ne serait-ce que pour que les choses bougent. Et les gens ont commencé à tirer la couverture sur eux parce que j'ai des amis, des gens même très respectés au niveau du FPI qui ont créé un comité national de transition. On me demande si je fais partie du comité. Des gens au pays me demandent, je leur ai dit non. Ils me disent comment ça, tu devais parce que c'est toi qui as initié l'idée. Et entre eux, à partir des postes qui se sont donnés, c'est devenu palable. Pas au niveau même du président Gbagbo et autres, mais au niveau même de la diaspora, de ceux que j'appelle communément les intellectuels, parce que quand vous parlez avec eux, ils vous disent je suis docteur, j'ai un PhD, j'ai ceci, cela. Et voilà que le monsieur Koné Mamadou se lève, il dit que dans cette affaire de constitution, il y a des gens qui ont que seul diplôme leur extrait de naissance. Et il parle dedans. Mais j'ai honte à sa place. Voilà. Son père lui a enseigné l'importance de l'école. Son père n'avait pas le niveau que lui, il a en droit. Son père n'avait même pas moi mon niveau. Mais sa mère ne savait pas lui a imposé d'aller à l'école. Madeleine Kondo, c'est là où il la honte. D'accord. On aimerait, Lamine Cissé, rapidement, votre avis par rapport aux demandes du chef de l'État ivoirien, notamment la réforme sur la CEI, telle que demandée par l'opposition depuis des mois. On a l'impression que le chef de l'État a attendu de forcer et d'avoir son troisième mandat avant maintenant de tendre la main et de parler de réconciliation. Oui, c'est comme ça. C'est ainsi qu'il a procédé. Parce qu'il faut, quand on voit c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. C'est comme ça qu'il a procédé. Il était sourd au dialogue, à la réforme de la CEI, etc., etc. Maintenant, il est prêt à le faire parce qu'il sait que par A ou B, il a déjà obtenu son il en a pour 5 ans pour partir. Maintenant, son rôle fondamental, le chantier, c'est la réconciliation nationale. C'est mettre les instruments électoraux beaucoup plus démocratiques. Et ensuite, travailler pour la Covid, etc., etc. Je crois qu'il est dans une dynamique préfabriquée, préétablie déjà. Je crois que c'est dans cette dynamique qu'il doit avancer. Madeleine Kondo, en 30 secondes, un mot de fin. Je remercie tous ceux qui ont cru en cette lutte. Et je leur dirai, compte tenu des fêtes de fin d'année qui arrivent, qu'ils prennent le temps de passer le temps, si je peux ainsi me répéter, avec leurs proches, avec des gens qui ne les ont pas vus pendant aussi longtemps. Et c'est une partie de la lutte, si je peux ainsi m'exprimer, qu'on a perdu parce que Ouattara a prêté serment. Mais le combat même pour lequel nous avons passé des nuits à nous inquiéter, nous avons dépensé de l'argent, de l'énergie. Oui. On s'est dérobé de nos familles. Oui. Le combat demeure. Il ne faudrait pas qu'ils baissent les bras. Qu'ils baissent les bras. Oui. Ça continue. La flamme est encore très ardente. Oui. La flamme éclaire un peu partout. Madeleine Kondo, oui. Et on verra ce qu'on va dire, on va faire après les fêtes de fin d'année. D'accord. On vous aura compris. Merci. Madeleine Kondo, vous êtes résolument engagée. Vous continuez donc l'activisme pour faire bouger les lignes. Vous êtes panafricaniste, présidente, fondatrice de l'ONG AUHR, African Union for Human Rights. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour notre numéro de votre émission.